Merci beaucoup Nadège et merci beaucoup aussi pour l'accueil et l'organisation de cet événement commun. C'est un plaisir pour nous de pouvoir échanger avec vous tout au long de cette journée donc, sur les enjeux de la justice transitionnelle. Donc peut-être, même si ce matin déjà vous avez, notamment Fabrice Fourquebie et Jean-Pierre Massiès ont permis de poser l'ensemble du cadre concernant la justice transitionnelle, peut-être quand même quelques petites précisions sur le lien justement entre la justice transitionnelle et la question de la sortie de crise, puisque ce matin on a évoqué plein de types de contextes différents dans lesquels les mécanismes de justice transitionnelle se déploient, mais il est vrai qu'il existe quand même un lien consubstantiel originel, mais qui perdure aujourd'hui entre la sortie de crise et la justice transitionnelle. C'est quand même le contexte dans lequel la justice transitionnelle se déploie le plus souvent, que cette crise soit strictement de nature politique, donc par exemple à la fin d'une dictature, ou que cette crise soit à la politique mais aussi armée dans le cadre des sorties de conflits notamment. Donc, du fait de cette similarité évidemment de contexte, il y a un lien naturel entre la justice transitionnelle et la sortie de crise qui se double de la finalité spécifique assignée à la justice transitionnelle qui, contrairement à la justice pénale, n'est pas essentiellement centrée sur la question de la responsabilité et de la condamnation des auteurs, mais dont l'un des objectifs principaux est la réconciliation. Et donc la justice transitionnelle présente la particularité de ne pas être essentiellement rétributive, mais d'avoir aussi cette dimension de réconciliation. Et en ce sens, elle est plus proche de la justice restaurative. Donc cette finalité et ce contexte lient donc justice transitionnelle et transition politique ou processus de pacification. Et comme l'a aussi rappelé Jean-Pierre Massiès ce matin, c'est aussi parce que c'est la question de la transformation politique, du début de la transition démocratique ou du début de la pacification qui va rendre la justice transitionnelle possible. C'est au moment où on a cette transformation qui commence qu'on peut être en mesure de revenir sur le passé, notamment pour juger les violations massives des droits humains qui peuvent avoir été commises durant ce passé. Autre lien évidemment essentiel, on a parlé ce matin des piliers de la justice transitionnelle. Parmi les 4 piliers de la justice transitionnelle figurent les garanties de non-répétition. C'est un pilier absolument central, puisque l'objectif de la justice transitionnelle, c'est aussi, et moi j'ai envie de dire surtout, prévenir la résurgence en fait, des violations qui ont été commises par le passé. C'est à ça que servent les fameuses garanties de non-répétition. Et donc, en ce sens, la transition va devenir en fait un outil de la justice transitionnelle. C'est grâce à la transition, à la pacification, qu'on va permettre de construire des nouvelles structures qui vont empêcher, et au moins limiter, la commission de nouvelles violations. Le lien, de toute façon, toutefois n'est pas univoque, puisque la justice transitionnelle, par ricochet, va aussi avoir un impact majeur sur la qualité de la sortie de la crise. Notamment parce que la justice transitionnelle ça a été rappelé ce matin, théorisée par les Nations Unies dans le sens d'une approche holistique qui combine les 4 piliers dont on vient de parler, donc vérité, justice, réparation, non-répétition. Et donc, la qualité des garanties de non-répétition va dépendre de l'exercice notamment de vérité qui aura été fait. C'est parce qu'on comprend, on connaît les structures qui ont permis la commission des violations, qu'on a identifié les valeurs politiques, sociales qui ont permis ces violations des droits de l'homme. C'est grâce à cette connaissance et donc à cet exercice de vérité qu'on va être plus ou moins capable de réussir une transition efficace vers la démocratie ou vers plus de démocratie et vers la paix. De la même manière, le fait de responsabiliser les auteurs des violations des droits humains et donc de faire prendre conscience à ceux qui commettent ce type de crime qu'ils ont une responsabilité et qu'ils peuvent avoir des comptes à rendre un jour ou l'autre, c'est aussi un moyen extrêmement efficace de changer la manière dont les acteurs pratiquent le pouvoir par rapport entre avant la transition et à l'issue de la transition. Donc la fin de l'impunité, qu'elle soit judiciaire ou qu'elle ne soit pas judiciaire, constitue en soi un mécanisme de non-répétition, mais aussi
le gage de l'institutionnalisation, de la mise en pratique réelle des nouvelles règles du jeu, à la fois démocratique et de paix. Donc justice transitionnelle et transition, après ça paraît évident de le dire, mais c'est pas si simple que ça, et donc sortie de crise, sont intimement liés et vont avoir un mouvement de renforcement réciproque, l'une étant en fait indispensable à la réussite de l'autre. Et donc en fait on voit bien que la raison d'être de la justice transitionnelle, c'est pas seulement et uniquement la nécessité éthique ou morale de traiter les violations graves des droits de l'homme, mais la justice transitionnelle est aussi importante en raison de son opérationnalité et du rôle qu'elle va pouvoir jouer dans la démocratisation et la pacification. Attention, et ça aussi, Fabrice Ourcubi a commencé à en parler ce matin, la justice transitionnelle demeure, elle aussi, prise dans le contexte de la transition, dans le contexte de la sortie de crise. Et en dépit de sa définition extrêmement améliorative et idéaliste, elle s'inscrit dans le contexte de cette transition et elle va aussi dépendre de cette transition. Et donc, elle a cette dimension transactionnelle qui est extrêmement importante. Donc, la dimension transactionnelle de la justice transitionnelle, bien sûr, elle permet de transiger, on va dire, avec les règles juridiques ordinaires, mais c'est pas cet aspect-là qui est le plus intéressant pour nous cet après-midi. C'est surtout de bien montrer que la justice transitionnelle et la manière dont elle va être exercée sont hyper dépendantes du contexte politique de la sortie de crise. Et donc de comment les acteurs vont être amenés à échanger entre eux, à la façonner et ensuite, plus tard, à la mettre en œuvre. Et donc, la justice transitionnelle est partout, d'ailleurs dans tous les lieux où elle se déploie. Elle apparaît finalement très contextualisée, qu'on l'adapte ou qu'on l'adapte plus ou moins bien. En tout cas, elle est contextualisée et elle est conditionnée par les rapports de force et les interactions entre les acteurs de la sortie de crise, qu'il s'agisse d'une transition démocratique ou d'un processus de paix. Donc, si la justice transitionnelle peut être pensée comme ayant une importance décisive pour la réussite de la transition et de la sortie de crise, elle va demeurer également soumise à la configuration de cette sortie de crise et à son déroulement. Alors, en première partie, qui va être assez courte, peut-être juste quelques précisions un peu terminologiques pour qu'on parle tous de la même chose. L'expression de sortie de crise ici, elle va donc renvoyer à la fois aux hypothèses de transition démocratique, c'est-à-dire de passage de la dictature ou d'un régime totalitaire à la démocratie, qu'elle soit associée ou pas qu'elle s'exerce ou pas dans un contexte post-conflit. Les transitions post-conflit, c'est-à-dire les processus qui doivent à la fois cumuler la démocratisation et la pacification sur un territoire donné, sont des processus spécifiques qui présentent des caractéristiques analogues, mais souvent avec une dimension de difficulté accrue par rapport aux transitions démocratiques simples. Ces transitions, elles font suite à un conflit armé interne, donc ce qu'on appelle classiquement, on va dire, les guerres civiles, pour le dire plus clairement. Et donc, elles sont, on aura l'occasion de voir des exemples, elles sont extrêmement fréquentes. Alors, attention, c'est pareil, l'expression de transition démocratique qui va revenir dans ma bouche plusieurs fois, ça préjuge absolument pas du résultat qu'on obtiendra à la fin. C'est pas parce qu'on fait une transition démocratique, vous le voyez tous dans l'actualité, qu'on obtient la démocratie. Et ça ne préjuge pas non plus des moyens qu'on utilise. Et ça, c'est peut-être la question la plus importante. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est dans le cadre d'une transition démocratique qu'on va recourir déjà toujours à des instruments démocratiques. Donc, cette expression, elle veut surtout dire qu'on assigne un objectif au processus qui est d'atteindre la démocratie et la paix. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver et ça ne veut pas dire que tous les acteurs ont intérieurement et sincèrement, c'était une question qui revient depuis ce matin, une réelle intention de parvenir à la démocratie et à la paix. Mais en tout cas, c'est l'objectif qui s'assigne. Enfin, il y a un autre point qui est important et qui doit aussi être pris en compte pour mesurer en fait la suite. Le terme de transition, de sortie de crise, il donne à penser qu'on est dans le cadre d'un processus, c'est-à-dire d'un changement progressif. Ça doit pas occulter non plus le fait qu'on est toujours dans le cadre de processus révolutionnaires.
révolutionnaire au sens où le résultat qu'on est censé obtenir ou vers lequel on va est radicalement différent de la situation du point de départ. Et ça aussi, ça a un impact fort parce que c'est pour tous les acteurs, pour la société, pour toutes les parties prenantes en fait, de ces processus, c'est un moment de changement qui est brutal, qui est extrêmement incertain, qui nécessite des changements avec une grande ampleur. Et donc, c'est toujours un choc dans les sociétés dans lesquelles on déploie ces processus, même si on est dans le cadre d'une transition et que le mot semble laisser penser qu'on est donc dans le cadre d'un processus. C'est d'autant plus évidemment une question compliquée qu'on est aujourd'hui, et vous avez eu sans doute l'occasion d'écouter le professeur Fabrice Ourqueby hier, la notion de démocratie aujourd'hui, elle est de plus en plus vaste. C'est-à-dire qu'on la démocratie, c'est politique, mais c'est aussi social, c'est économique, c'est culturel, avec notamment une dimension de plus en plus forte des droits des peuples autochtones, par exemple. Et donc, le changement qu'on veut obtenir, le changement qu'on veut produire, il est d'autant plus exigeant, en fait, qu'on a une conception étendue, large, exigeante de la démocratie elle-même. Donc, une période vraiment... ces processus de sortie de crise sont vraiment des périodes extrêmement cruciales et marquées par beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements et donc des périodes de tension extrêmement importantes. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les processus de sortie de crise et toutes les transitions se ressemblent. On a commencé à parler ce matin des typologies des transitions. Et je pense que c'est important d'y revenir parce que cette typologie des transitions, elle a un impact en fait extrêmement fort sur la manière en fait dont la justice transitionnelle va être pensée, conçue, actée entre les différents acteurs et dont elle sera ensuite mise en œuvre. Donc, je l'ai dit déjà depuis le départ, toutes les transitions sont conditionnées par le rapport de force entre les acteurs. Et c'est encore plus vrai dans le cadre des transitions post-conflit, qui sont étroitement en fait, corrélées au rapport de force qu'il y a entre les belligérants. Alors pourquoi c'est encore plus fort dans le contexte post-conflit? D'abord parce que les contextes de conflits armés vont conduire à ce que les acteurs belligérants soient les protagonistes de la transition. Donc ça va avoir un impact extrêmement significatif, on ne peut pas l'occulter, même quand on associe d'autres types d'acteurs. Et que les relations entre les acteurs du processus vont être fondées à la fois sur les ressources politiques, c'est-à-dire le pouvoir politique dont dispose chaque acteur, mais aussi sur ses ressources militaires. Et donc sur sa capacité à agir sur le terrain de la lutte armée, peu importe après le nom qu'on donne à cet exercice de la violence. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'établir une typologie des transitions qui soit fondée en fait sur les rapports entre les acteurs et qui d'abord participe au processus de transition. Et en fait, selon les pays, il y a des grandes divergences en fait sur qui participe. On a aussi commencé à parler ce matin d'inclusion. Et donc, une des questions centrales de la typologie des transitions, c'est de savoir si on est face à un processus qu'on pourrait dire homogène, c'est-à-dire tous les acteurs de la transition sont des acteurs qui sont proches sur le plan politique, sur le plan armé, ou est-ce qu'on est sur un processus inclusif, c'est-à-dire où on réunit des acteurs qui, a priori, sont extrêmement différents, notamment sur le plan politique, et sont partagés par le plus gros clivage. Donc, ce matin, ont déjà été évoqués les processus d'autotransformation, donc par exemple comme celui du Maroc, mais c'est aussi, ça existe évidemment aussi dans d'autres pays. Là, on va être sur une transition, une sortie de crise qui va être essentiellement conduite par les acteurs de l'Ancien Régime. Donc, on a une participation d'acteurs qui est relativement homogène. On a des acteurs de l'Ancien Régime. A contrario, on peut aussi avoir des processus révolutionnaires. Donc, c'est par exemple, vous avez vu ça récemment en Tunisie, en Égypte, où on a les acteurs de l'ancienne opposition renversent le régime. Et dans ces cas-là, on a essentiellement des acteurs extérieurs à l'Ancien Régime qui vont conduire la transition et la mener. Et donc, dans ce cadre-là, on est sur des processus homogènes, c'est-à-dire qu'on a en gros, une grande catégorie d'acteurs qui est responsable de la transition, qui la dirige, et donc qui va pouvoir prendre les principales décisions. À l'inverse, on a aussi beaucoup de processus inclusifs. Dans les processus inclusifs, on va avoir les acteurs les plus opposés qui doivent décider, qui doivent
conduire, mener, prendre les décisions et mener ensemble le processus de transition. Alors dans le cadre d'une transition démocratique, ça va être par exemple les acteurs, enfin c'est pas par exemple, ce sont les acteurs de l'ancien régime qui vont prendre des décisions avec des acteurs qui sont de l'ancienne opposition. Donc exemple caractéristique que tout le monde connaît de processus inclusif, c'est l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que les acteurs de l'apartheid et les acteurs de l'ANC se mettent autour d'une table et discutent de comment on sort de l'apartheid, quel nouveau régime on met en place. Et donc là, on est dans le cadre d'un processus qualifié d'inclusif parce que justement, on a les deux parties réunies autour de la table. Ce qui est de manière assez surprenante, les processus inclusifs sont aussi très courants dans le cadre des transitions post-conflit armées. On pourrait penser que la guerre fait en sorte qu'on ne peut pas réunir les gens autour de la table pour leur faire prendre des décisions sur l'avenir. Parce que c'est des gens, les groupes sont hyper opposés, ont eu des relations ultra violentes entre eux. Et pour autant, les processus inclusifs sont d'autant plus courants qu'on est dans ce cadre post-conflit. Parce que, notamment dans le cadre des conflits armés internes, c'est très difficile pour un belligérant en fait, de l'emporter. Que ce soit l'armée nationale ou que ce soit les groupes qualifiés de rebelles, le caractère asymétrique du conflit va avoir souvent pour conséquence qu'aucune partie n'arrive à l'emporter. Et donc, pour discuter, pour trouver une solution au conflit, pour mettre fin à la lutte armée qui cause en fait beaucoup de pertes d'un côté et de l'autre, la seule solution qui va être bien souvent trouvée, alors ça peut être au bout de quelques mois, ça peut être au bout de plusieurs années aussi, ça va être la discussion, la négociation entre les ennemis d'hier qui vont se retrouver autour de la table. Évidemment, par contre, dans le cas où on aurait la victoire d'un belligérant sur l'autre, là, il ne faut pas compter sur le fait d'avoir un processus inclusif. On ne sort pas d'une guerre on n'a pas gagné une guerre pour aller s'asseoir à la table avec celui qu'on vient de vaincre. Donc, le processus inclusif, ça vient notamment de l'impossibilité pour les acteurs de gagner la guerre. Donc, il y a une grande fréquence de ces processus inclusifs dans le cadre des conflits, des transitions post-conflit. Alors, ces processus inclusifs, ils peuvent sembler contre nature et voire immoraux. Ce matin, on a commencé à discuter de la question de la morale. Est-ce que c'est moral de l'amnistie? Est-ce que c'est moral une commission vérité-réconciliation? Là, c'est pareil. Le fait d'asseoir autour de la table, qu'on soit dans un conflit armé ou pas, le fait d'asseoir autour de la table des auteurs de violations graves des droits humains pour les faire discuter ensemble, ça peut sembler amoral, ça peut sembler aussi complètement illogique. On veut lancer une transition, on veut sortir de la crise et pourtant on réunit les principaux acteurs. Par ailleurs, on peut se demander comment ces acteurs qui sont ennemis d'hier, qui soient ennemis politiques simplement ou ennemis même armés, vont réussir à prendre des décisions ensemble pour discuter de l'avenir d'un territoire, d'un pays, etc. Ça semble donc impossible. Alors pourquoi ça arrive? Simplement parce qu'il y a un équilibre des rapports de force et que les gens vont être tous contraints de s'asseoir autour de la table pour pouvoir avancer. Et c'est cette contrainte qui pèse sur l'ensemble des acteurs qui va donc les obliger à discuter ensemble. En fait, on est généralement dans un moment qui est assez fragile, d'équilibre des rapports de force. Et souvent, il n'y avait pas d'équilibre avant, il n'y en aura sans doute pas après. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, on voit très bien que l'ANC n'a absolument pas besoin d'aller discuter avec l'ancien pouvoir de l'apartheid pour prendre des décisions. L'équilibre des forces est complètement terminé. Mais souvent, au moment de la transition, on est dans un moment d'équilibre des forces où le régime ou l'armée nationale est encore puissant. L'opposition commence à être de plus en plus puissante. Et donc, le régime ne peut plus résister. Mais il est quand même assez puissant pour pouvoir dire je m'assois autour de la table et sinon il n'y aura pas de négociation. Et l'opposition de son côté, elle est certes puissante, mais elle n'est pas du tout sûre de gagner. Soit sur le terrain politique, soit sur le terrain militaire ou armé. Et donc, pour enclencher le changement et se donner une chance d'obtenir un résultat, elle va accepter de se mettre autour de la table pour discuter. Donc ça, c'est un moment évidemment extrêmement important. Mais du coup, c'est un moment aussi qui est extrêmement fragile. Alors, c'est évidemment aussi un moment où les acteurs sont placés quand même dans des postures assez différentes. C'est-à-dire pour les acteurs qui avaient le pouvoir jusqu'à présent, c'est quelque part la première défaite de devoir se mettre autour de la table avec l'opposition ou avec d'autres acteurs armés.
Pour les autres, par contre, c'est une première victoire. Ils sont acceptés autour de la table. Ça marque en fait un premier temps de réussite de leur stratégie. Et donc, c'est évidemment un moment extrêmement important. Donc, les processus inclusifs sont pour ça relativement fréquents quand les acteurs de l'ancien régime acceptent en fait acceptent de regarder la situation et de comprendre qu'ils ne vont pas pouvoir garder comme ça le pouvoir éternellement et qu'il faut libérer et qu'ils acceptent de le faire à temps. Donc, processus inclusifs ou processus qui ne sont pas inclusifs, qui sont révolutionnaires ou d'autotransformation, évidemment, qui vont donc conditionner les acteurs qui vont être amenés à prendre les décisions concernant la transition et donc concernant la justice transitionnelle. Évidemment, cette configuration, elle va avoir une influence majeure sur la manière dont va être pensée et conçue la justice transitionnelle, selon qu'elle est pensée soit par l'ensemble des acteurs, soit par une catégorie seulement. Alors, j'ai commencé à l'évoquer en parlant de s'asseoir autour de la table, mais évidemment, c'est les processus inclusifs, ils sont menés, la typologie de la transition, elle a des conséquences sur la manière dont la transition va pouvoir être menée. Si vous êtes dans le cadre d'un processus inclusif, vous n'avez pas d'institution pour réunir les acteurs. Vous avez un parlement issus par exemple de la dictature, où vous avez des acteurs armés, ces gens n'ont pas non plus de place au sein du Parlement. Donc il va falloir créer une structure ad hoc. Alors on l'appelle table ronde, on l'appelle conférence nationale, on l'appelle CODESA en Afrique du Sud, peu importe le nom qu'on lui donne, mais en tout cas on va créer une structure ad hoc autour de laquelle on va réunir les acteurs pour engager les discussions. Ça veut dire que ces acteurs ne vont pas être élus. Ça veut dire que les acteurs vont se coopter entre eux. Et ça, on va y revenir parce que c'est extrêmement, évidemment, important. C'est-à-dire que les acteurs se choisissent entre eux pour participer aux travaux de la table ronde, mais en tout cas, ils ne sont pas élus. Et autre conséquence, évidemment, importante, c'est des organes autour desquels on négocie. On ne va pas autour de la table si on n'est pas sûr de pouvoir peser sur la décision. Et pour peser sur la décision, il ne faut pas un vote, mais il faut négocier et donc prendre les décisions par consensus. Dans les autres cas, donc ça c'est extrêmement important, ça veut dire que la justice transitionnelle, elle va aussi être négociée au sein de ce cercle d'acteurs qui se choisissent entre eux et qui sont en gros en dehors des institutions, qui ne sont pas des institutions, c'est pas encore une institution démocratique et c'est plus non plus les institutions préexistantes. Ça ne va pas du tout marcher de la même façon si on est dans le cadre d'un processus d'autotransformation. Dans ce cas, on va utiliser les institutions de l'Ancien Régime. Si on est dans le cadre d'un processus révolutionnaire où là, en général, on va créer une nouvelle assemblée, procéder à des élections. Et donc, on n'utilise pas du tout les mêmes techniques, en fait, pour organiser la transition. La création de ces mécanismes de justice, la création de ces processus inclusifs et donc la mise en place de ces tables rondes de négociation, donc qui vont être fondées à la fois sur la cooptation des acteurs et sur la négociation, ça va avoir pour conséquence que alors c'est d'abord une clé, c'est-à-dire que un acteur armé ne va pas accepter de s'engager dans un processus de pacification s'il n'est pas sûr de pouvoir participer aux négociations. Et il n'y a que la cooptation qui lui offre cette garantie. Si on passe par l'élection, on n'est jamais sûr, et notamment post-transition, on n'est jamais sûr de gagner les élections, ou même d'être représenté. Et on l'a vu à l'issue des printemps arabes, il y a des surprises lors des transitions. Et c'est pas toujours le mouvement qui a enclenché la révolution qui va gagner les élections après. Et ça, les acteurs le savent très bien. Et donc, pour accepter soit le processus de pacification, soit le processus de démocratisation, on veut avoir la garantie de pouvoir participer. Et donc, la cooptation va être extrêmement importante et va bien souvent se décider dans le cadre des fameux pourparlers dont on a commencé ce matin, où les acteurs se réunissent en disant « moi, je veux participer, je veux 10 sièges, ben non, t'en auras 5 ». Il y a tout un processus de négociation extrêmement important qui va précéder en fait la négociation pour participer. Évidemment, et ça c'est essentiel aussi, vont participer les acteurs qui ont des ressources. Et là, c'est des ressources, pas des ressources financières nécessairement, enfin c'est même rarement des ressources financières, c'est qui a des ressources militaires dans le cadre d'un conflit, qui est capable de réenclencher la guerre. Dans le cadre politique, c'est qui a des militants, qui peut faire organiser des manifestations monstrueuses dans la ville si on ne répond pas à ses attentes. Et donc, c'est vraiment le rapport de force là qui va conditionner le fait de pouvoir participer au processus. Et le processus, du fait de la cooptation, n'a pas de légitimité démocratique. Sa seule légitimité, ça va être de réunir une pluralité d'acteurs. On ne peut pas imaginer la CODESA sud-africaine sans l'ANC.
Donc ça veut dire que tant que l'ANC n'accepte pas de participer, on ne peut pas commencer la transition. Et évidemment, l'ANC ne va participer que si elle estime que sa participation est suffisamment reconnue, qu'il a suffisamment de membres, etc. Après, quand on prend l'exemple aussi de l'Afrique du Sud, on voit il faut aussi faire que le parti Zoulou puisse participer, parce qu'ils ont une capacité de nuisance aussi au processus qui est extrêmement importante. Donc tous les acteurs qui ont des ressources politiques vont pouvoir participer. Et évidemment, dans le cadre des transitions post-conflit, les ressources militaires armées qu'on détient vont être absolument essentielles. Si on sait que vous exclure du processus, ça veut dire avoir des attentats, on va forcément trouver une solution pour vous faire participer au processus. Et évidemment, plus vous avez de la puissance, plus vous allez pouvoir participer au processus. Donc, chaque acteur va posséder un certain nombre de ressources qui vont conditionner le fait de pouvoir participer ou pas aux négociations et la quantité de sa participation. Et donc là, on a c'est le rapport de force clairement qui va conditionner la participation. Je pense que il n'y a que ça qui peut expliquer pourquoi des acteurs qui parfois se détestent, en tout cas pas forcément individuellement, mais qui en tout cas sont vraiment antagoniques. Il n'y a que l'obligation qui explique pourquoi on va se mettre autour de la table et accepter de nouer le dialogue. Et évidemment, ce rapport de force, il va aussi peser sur les décisions prises, c'est-à-dire que dans le consensus, tout le monde n'est pas égaux. Et donc, si vous avez une très forte capacité de mobilisation et que vous n'êtes pas d'accord avec une décision, on va bien être obligé de vous écouter et d'intégrer votre point de vue. Si vous êtes un acteur plus périphérique, peut-être on peut se passer de votre accord. Donc, les acteurs centraux vont avoir un rôle majeur dans le cadre de la négociation. Alors, généralement, on a des cercles qui s'étendent. Il y a les acteurs instigateurs de la transition, par exemple l'ANC et le parti de De Clercq. Et on va rajouter d'autres partis politiques autour et on va rajouter de plus en plus, c'est à la mode, la participation citoyenne. Donc, ça peut être des acteurs religieux, ça peut être des acteurs culturels, ça peut être des acteurs de la société civile. Et on réunit tout ce monde autour de la table. Mais j'insiste, en fait, on ne pèse pas tous la même chose. Le citoyen qui va être représentatif n'a évidemment pas le même poids que Nelson Mandela autour de la table. Donc ça, c'est des questions qui sont essentielles. On va retrouver exactement la même logique dans le cadre des processus post-conflit, avec là des acteurs belligérants qui se retrouvent au centre en fait de la prise de décision, parce que c'est eux qui déterminent est-ce qu'on fait la paix ou est-ce qu'on continue la guerre. Et donc évidemment, quand vous avez cette force d'influence, vous allez avoir un rôle majeur. Donc selon comment va être menée la transition, on prend pas les décisions. C'est pas les mêmes personnes qui sont impliquées dans la prise de décision et on prend pas non plus les décisions de la même manière. Et donc, dans beaucoup de transitions et au moins dans tous les processus qui sont inclusifs, on va devoir faire participer tout le monde et accepter le principe de la négociation à la place du vote. Alors évidemment, cette configuration va avoir une incidence majeure sur la justice transitionnelle. Les acteurs qui sont les acteurs de l'Ancien Régime, mais aussi tous les acteurs, et notamment les acteurs armés qui sont impliqués dans la commission des violations massives des droits humains, vont avoir un rôle majeur sur toutes les décisions qui vont être prises, y compris sur toutes les décisions relatives à la justice transitionnelle et relatives au régime post-transition. Donc, évidemment, on imagine bien que si on a soi-même commis un certain nombre de violations des droits humains, quelle que soit leur nature et leur gravité, ça peut aller jusqu'au génocide dans les cas les plus graves, on imagine bien qu'il y a un risque d'avoir pour conséquence une limitation ou un empêchement de traiter le passé. Les acteurs sont aussi, ils sont pas toujours rationnels, mais ils ont quand même une rationalité la plupart du temps. Et donc, vous n'allez pas accepter, quand vous êtes un acteur, d'enclencher un processus si vous savez que ce processus va amener à ce que vous soyez jugé et mis en prison parfois. Donc, il va y avoir, si on fait participer tous les acteurs, et notamment dans le cadre des processus inclusifs, il y a évidemment un risque assez fort, assez important que les acteurs tentent de négocier des limites à la justice transitionnelle pour échapper aux conséquences de leurs actes. On en a parlé aussi ce matin, il y a un problème pour ces acteurs, c'est que l'impunité
qui est le corollaire de toutes les amnisties totales, comme elles ont pu se pratiquer en Espagne, sont aujourd'hui jugées contraires aux standards internationaux. Et on sait aussi, pour l'avoir vu dans différents contextes, que cette impunité, et qui se double en général d'amnésie, elle est dangereuse en fait pour la réussite de la démocratisation et de la pacification. Et donc aujourd'hui, on ne trouve plus d'amnistie totale comme on a pu en avoir par le passé, y compris dans les processus inclusifs. Il n'y a aucun accord de paix où on peut dire c'est pas grave, on tire un trait, personne ne sera jugé pour avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. On peut plus écrire ce genre de choses explicitement dans des accords politiques, qu'ils soient de paix ou simplement des accords politiques de transition. Ça ne veut pas dire évidemment que les acteurs ne vont pas pour autant continuer à peser sur le processus de transition, et c'est pour ça que des solutions intermédiaires ont été trouvées. Et je ne rentre plus dans le détail parce qu'on vous en a parlé beaucoup ce matin, mais la solution intermédiaire qui a pu être trouvée dans le cadre des négociations entre les acteurs, c'est justement la commission Vérité-Réconciliation. Et donc il faut bien comprendre que cette commission Vérité-Réconciliation, elle ne naît pas de se dire tiens, ça va être formidable d'avoir une commission plutôt qu'un tribunal. Ça naît quand même aussi d'une nécessité d'abord qui est, ok, les acteurs internes à l'ancien régime ne veulent pas être jugés. Nous, on est les acteurs de l'opposition, on est contre l'impunité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on bloque tout le processus, soit on trouve une solution de compromis. Et donc, la commission Vérité-Réconciliation, c'est d'abord une solution de compromis qui permet à tous les acteurs de sortir la tête haute et d'obtenir une part de satisfaction. Et donc la commission Vérité-Réconciliation, notamment dans sa formule sud-africaine, aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus compliqué puisqu'on ne parle plus d'amnistie ni d'immunité de juridiction, mais le mécanisme de la commission Vérité-Réconciliation, originellement, ça sert à ça. Ça sert à être une formule de compromis négociée entre des acteurs qui permet de ne plus avoir d'impunité au sens où on n'a plus d'amnésie. Et ça, on en a parlé aussi ce matin. La commission Vérité-Réconciliation, elle ne permet pas de juger, mais elle permet d'établir des responsabilités claire, elle permet de dire la vérité sur une situation. Il y a eu un apartheid. Il ne s'est rien passé. Et ça permet aussi la réparation. Donc, c'est-à-dire que les victimes peuvent obtenir des réparations matérielles, symboliques, etc. Et donc, on n'est pas dans une situation d'impunité comme on a pu la connaître par le passé. Donc, la commission Vérité-Réconciliation, c'est vraiment un outil des processus inclusifs pour parvenir à trouver une solution. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer pour autant que les processus inclusifs sont les seuls à poser problème pour la justice transitionnelle. Les processus révolutionnaires ou les processus d'autotransformation, ils posent aussi leurs propres problèmes pour la justice transitionnelle et ils sont aussi politiques et politisés. Donc ça aussi, on a commencé à l'évoquer ce matin. Quand vous avez un processus dans lequel une partie des acteurs a gagné, soit la guerre, soit le processus de transition démocratique, qui sont les seuls à participer. Évidemment, la tentation de la justice transitionnelle unilatérale est aussi extrêmement forte. Et donc, ce ne sera pas la même dérive, ce ne sera pas l'impunité, le risque. Mais le risque, c'est on condamne qu'une partie des acteurs et les autres acteurs, eux, ne sont pas inquiétés pour les violations qu'ils ont pu subir. Alors l'exemple du Rwanda là-dessus est un très bon exemple assez parlant puisque vous savez que c'est le FPR qui a mis fin au génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Le FPR a gagné la guerre. Alors il ne s'agit pas du tout pour moi de souscrire à la thèse du double génocide, absolument pas, mais le FPR a sans doute aussi, peut-être en tout cas, commis un certain nombre de crimes de guerre dans le cadre de la guerre qu'il menait contre l'État rwandais depuis le début des années 90. Malheureusement, comme le FPR a gagné ce conflit, bien sûr, plein de mécanismes de justice transitionnelle ont été mis en place au Rwanda pour juger les auteurs du génocide, et c'est une très bonne chose, et notamment le tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais de l'autre côté, il a été impossible, parce que le régime s'y opposait, il a été impossible de juger les éventuels crimes de guerre qui auraient pu être commis par le FPR. Alors, d'abord, ça peut être choquant moralement, mais ça a aussi des conséquences. Et ça aura peut-être des conséquences dans l'avenir sur la réconciliation, sur la manière dont la justice du génocide est acceptée par la population Hutu, par exemple. Parce que quand vous avez l'impression que vous êtes le seul camp à être jugé et que les autres s'en sortent tranquillement,
à terme, pour se réconcilier, pour établir une démocratie, pour former un seul peuple de ces deux ethnies, ça peut aussi poser des problèmes. C'est aussi des reproches qu'on peut faire, par exemple, au tribunal de Nuremberg ou au tribunal de Tokyo, où on va accuser parfois ces tribunaux d'être de la justice de vainqueurs. Donc, on a partout, dans toutes les configurations, il y a des conséquences sur le processus de justice transitionnelle et des limites possibles qu'il faut essayer de juguler ou de contourner. Aujourd'hui, néanmoins, un des risques peut-être les plus forts auxquels il faut selon moi, il faut être particulièrement attentif, c'est le risque d'avoir une justice transitionnelle de façade. C'est-à-dire une justice qui soit complètement fictive parce que justement totalement décorrélée du contexte dans lequel elle se déploie, pas au sens où on choisirait des outils pas adaptés, mais au sens où on ferait de la justice transitionnelle comme si les rapports de force n'existaient pas. Où on va, par exemple, ne pas associer un certain nombre d'acteurs majeurs du conflit. Donc, comme ils ne sont pas associés, ils ne se sentent pas du tout liés. Ça peut être également à cause des fameux standards internationaux de la justice transitionnelle dont on parlait tout à l'heure. Donc, on va mettre en place ce qu'il faut faire, en gros. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un tribunal internationalisé, une commission vérité et réconciliation pour le compléter, parce que c'est ce que recommande la communauté internationale, alors qu'en fait, les acteurs n'ont aucune intention d'appliquer ce qui est indiqué dans le traité ou dans la loi, et donc avec un risque que ces dispositifs restent complètement lettre morte. Évidemment, c'est un risque qui est encore plus fort dans les contextes post-conflit et notamment dans les guerres de prédation dont malheureusement on observe beaucoup en Afrique subsaharienne, que ce soit au Burundi, en RDC ou en Centrafrique, où on fait négocier des acteurs qui n'ont aucune intention, qui n'ont pas de mobile politique, mais qui ont simplement des mobiles économiques et donc auxquels la transition ne va strictement rien apporter. Et donc dans ces contextes-là, on va avoir des solutions irréalistes au regard du contexte. Et finalement, ce caractère irréaliste semble plus dommageable que des solutions qui seraient basées sur un compromis réel. Donc, par exemple, en Centrafrique, vous avez un modèle, donc c'est un pays de l'Afrique centrale, comme son nom l'indique, où vous avez encore les groupes armés contrôlent 80% du territoire centrafricain. Et le discours, vous avez pourtant une cour pénale spéciale, une commission vérité et réconciliation, des juridictions nationales, et on fait comme si cette cour pénale spéciale, cette commission vérité et réconciliation allait pouvoir agir, alors que évidemment les acteurs des groupes armés sont au pouvoir et qu'en plus il n'y a pas un contrôle du territoire. Donc évidemment, ce qui se passe, c'est que c'est très compliqué. Et on a des mécanismes de justice transitionnelle qui finalement sont très sous-utilisés. Et donc des solutions qui restent de façade. Donc le risque, c'est d'avoir à la fois des résultats qui sont très minimes, mais c'est aussi d'avoir des résultats qui vont créer des attentes démesurées parmi la population. Et ça aussi, c'est extrêmement grave. Quand on a des discours de zéro impunité auprès de la population, qu'on crée des attentes auprès de la population et des victimes de ces violations graves des droits humains, il y a une irresponsabilité forte de créer ce type d'attente, alors que malheureusement, on n'aura pas les moyens politiques de pouvoir réellement les mener à bien. Et ce sont effectivement malheureusement des situations qu'on retrouve de plus en plus fréquemment dans les contextes. Donc je pense que c'est vraiment essentiel d'essayer de bâtir des solutions de justice transitionnelle qui soient réalistes par rapport au rapport de force et à la situation du pays. Peut-être pour conclure donc rapidement, il est essentiel donc de ne pas perdre de vue que la justice transitionnelle s'exerce dans un contexte de sortie de crise et que s'abstraire de cette réalité-là et de qui participe à la sortie de crise, en fait, est aujourd'hui l'un des principaux risques qui peut exister pour la justice transitionnelle. Que les rapports de force entre les acteurs sont en fait à mon sens en tout cas, les déterminants réels de ce que va pouvoir faire la justice transitionnelle dans un contexte donné, et parce qu'ils vont conditionner la logique de la transition.
Alors, on en a parlé, enfin, Fabrice en parlait ce matin avec le principe de sincérité, c'est-à-dire que les véritables intentions des acteurs et donc leur sincérité dans le cadre du processus va évidemment aussi avoir une influence décisive sur les chances réelles qu'a le processus de transition et qu'a aussi la justice transitionnelle. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, quand on est autour de la table, on peut écrire n'importe quoi dans un traité. Hein. Si tous les acteurs sont d'accord pour ne pas l'appliquer, finalement, ça n'a aucun impact. Ou on peut avoir des acteurs qui sont sincères et qui s'engagent dans un processus de justice transitionnelle. Et ça, évidemment, c'est absolument, ça fait une immense différence. Ce qui apparaît également, c'est que finalement, parfois, une solution médiane, moins ambitieuse, qui sera fondée sur un compromis réel passé entre des acteurs, est plus efficace qu'une solution idéale, parfaitement conforme aux standards internationaux, mais qui est dépourvue de ce lien avec la réalité et avec les rapports de force entre les acteurs. Et enfin, peut-être pour finir sur une note d'espoir, même si parfois le compromis est nécessaire au départ, il faut pas perdre de vue non plus que la justice transitionnelle reste un processus graduel dans beaucoup de contextes. Et donc, ce qui est impossible aujourd'hui, parce que, par exemple, on a des acteurs armés qui sont au pouvoir, peut être tout à fait possible demain ou après-demain ou dans 20 ans, parce que, justement, les rapports de force auront évolué et que donc les limites qu'on aura posées initialement à la justice transitionnelle pourront finalement être corrigées. Merci beaucoup.